Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yvan Cadage, le directeur du pôle Aquavalais, qui est le pôle de l'eau en région Occitanie et région Sud. J'ai le plaisir à la fois d'animer et de participer à cette conférence dont l'objet est de vous parler un petit peu de nos dynamiques de développement en lien avec les projets européens sur les sujets d'économie, de réutilisation des eaux dans l'industrie du tourisme, dans le secteur du tourisme. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui dans mes présentations, à la fois par l'Agence de développement économique de la région Occitanie, Jean-Michel Clerc, et 5 représentants, donc 4 représentantes ici présents, et on attend que le dernier qui va nous rejoindre en cours de route, sur nos entreprises de spécialité qui auront le plaisir de vous présenter leur savoir-faire lors de pitch en fin de session. Donc Marjorie Clerc de la société Imagéo, Karine Moreau de la société Predict Service, Isabelle Hubiche de la société BRL Ingénierie et Marie Poinceau de la société Polymème, voilà, qui vous présenteront les éléments tout à l'heure. J'espère que ça passe. Voilà. Je dois tout d'abord vous présenter à la fois les salutations et les plus vives excuses de notre président, M. Sylvain Boucher, qui malheureusement, sur une contrainte de dernière minute, n'a pu faire le déplacement ce jour. Donc, il vous salue toutes et toutes. Et j'aurai non seulement le mandat de parler en son nom, mais également sous contrôle de deux représentants de notre conseil d'administration qui sont dans la salle. Donc, à la fois Christophe Audouin, qui représente la société Suez, et Vincent Renoir d'EDF, puisque nous sommes un écosystème de spécialités. Alors, je vais aller très rapidement sur la présentation de notre structure. Le pôle Aquavalais regroupe aujourd'hui 220 adhérents de spécialités, qui sont à la fois des entreprises et laboratoires de recherche, et des associations qui interviennent sur l'ensemble des domaines de l'eau, grand et petit cycle de l'eau. Et nous sommes en territorialité sur les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons 4 axes stratégiques que nous mettons en œuvre depuis notre naissance en 2010, qu'il s'agisse de l'identification et de la gestion concertée des ressources en eau, de la réutilisation des eaux usées de toutes origines, qui est un des sujets que nous allons traiter aujourd'hui, ainsi que de tout le volet des approches sociales et sociétales dans la et les gestions de l'eau, qui, lorsqu'on parle de réutilisation des eaux, est un sujet non négligeable. Et nos adhérents recoupent l'ensemble des métiers et des compétences sur la totalité des grands et des petits cycles de l'eau. Je ne vais pas les décrire, ils sont présentés. Et puis je crois qu'il sera beaucoup plus intéressant de les écouter tout à l'heure que de m'écouter moi sur ces sujets. Alors nous sommes aujourd'hui réunis pour également vous faire part des dynamiques que nous avons engagées dans le cadre d'un projet européen, le projet LIFE What Save Reuse, donc qui est financé dans le cadre de l'appel à projet LIFE de l'Union européenne, et dont l'objectif est de sensibiliser l'ensemble des acteurs, à la fois du domaine du tourisme, de l'économie touristique, mais également de l'ensemble des populations concernées, sur les sujets d'économie et de réutilisation des eaux dans les différentes dimensions du secteur du tourisme. Et pour ce faire, je vais inviter Jean-Michel Clerc de l'Agence de développement économique pour pouvoir nous donner les éléments de contexte de ce projet. Et on fera une petite intervention à 2 voix. Allez, je vais la faire de haut donc. Merci Yvan. Donc, je me présente, donc Jean-Michel Clerc. Moi, je suis à ADOC et je m'occupe de la partie innovation, géosciences et risques. ADOC, c'est l'Agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Donc, nous sommes partenaires comme Aquavalais de ce projet européen What Save Reuse. Ce projet, en fait, il est localisé, comme vous le voyez sur la carte, en fait, sur 3 régions qui sont quand même bien connues pour leur fréquentation touristique, à la fois l'Occitanie, la Catalogne et puis les îles Baléares. C'est un projet qui est d'une durée de 3 ans, de septembre 2020 à mon avis, fin 2023, vu le temps un petit peu perdu par le Covid. C'est un projet de 1 587 000 €, avec un cofinancement de l'Union européenne de 55%. On a 4 publics cibles.
puisqu'on aborde le recyclage et l'économie d'eau en domaine touristique. On a à la fois effectivement les touristes qui sont bien présents tout au long de la saison, les établissements touristiques, que ce soit les hôtels, les campings, les golfs, les grands sites d'Occitanie qui utilisent de l'eau pour accueillir le public, et puis au travers des activités nautiques ou sportives, les autorités locales et les municipalités. Les flèches se promènent. Ce projet, donc un consortium de 9 partenaires, il est piloté par l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, donc, qui regroupe ces 3 régions mentionnées. Nous avons alors donc à la fois 3 acteurs qui représentent les acteurs de l'eau et du tourisme des îles Baléares, 3 acteurs qui représentent effectivement la Catalogne, les dynamiques de l'eau et dynamiques du tourisme, et l'agence ADOC et le pôle Aquavalais pour ce qui concerne la région Occitanie. Alors pourquoi ce programme européen? Il faut bien voir qu'en Occitanie, on a quand même 1,6 milliard de mètres cubes qui sont prélevés chaque année sur les ressources en eau, dont 38% en fait part uniquement sur la partie production d'eau potable qui alimente à la fois les populations résidentes, les touristes et qui aussi contribue aux usages touristiques, que ce soit les activités récréatives comme les piscines ou parfois l'arrosage d'espaces verts. Ce tourisme, il pèse quand même relativement lourd. Si on le regarde bien, ça correspond à 208 millions de nuitées en 2019, d'après les données du Centre de tourisme Languedoc-Occitanie. Et il y en a une grosse pointe de fréquentation en fait durant la première quinzaine d'août. Et cette pointe de fréquentation, elle correspond en général, on le verra avec Imagio, à des périodes où effectivement on est plutôt en période de déficit et plutôt de sécheresse ou de canicule. Et on a des consommations d'eau qui sont significatives, qui sont liées aux douches. Pourquoi? Parce que les gens reviennent de la plage, ils se rafraîchissent, ils retournent à la plage, ils retournent à la piscine et à chaque fois c'est 40-50 litres qui sont utilisés. Les parcs aquatiques, on a souvent des grands complexes qui combinent plusieurs piscines récréatives ou des bassins sportifs. On a également tout ce qui est les lavages de vêtements et autres et les arrosages d'espaces verts. On a un point important aussi qui est une perte sur les réseaux d'eau. Ça avait été abordé hier avec le département de l'Hérault. On a quand même une fuite sur les réseaux d'eau. Donc, quand on regarde bien, on a beaucoup d'usages et en fait, aujourd'hui, on a déjà un déficit quantitatif sur les ressources en eau qui est évalué en gros à 160-180 millions de mètres cubes pour l'Occitanie. Et rien qu'en Languedoc-Roussillon, il y a un déficit de 3 millions de mètres cubes sur les eaux souterraines et 81 millions de mètres cubes sur les ressources superficielles, à la fois pour maintenir une activité d'usage et vie biologique. Alors ce déficit, il est aujourd'hui et il va malheureusement s'accroître dans l'avenir. Pourquoi? On l'a vu aussi dans les conférences d'hier à cause des impacts du changement climatique. Et aussi, on est dans une région qui bénéficie d'un afflux de population régulier, à peu près 40 000 habitants par an, ce qui amène quand même une population supérieure à 6 millions d'habitants en 2025. Et quand on regarde bien, on a aussi une projection d'unité de tourisme supérieure à 4 millions en 2030. Alors, pour résorber ces déficits, en fait, il n'y a pas beaucoup de... La marge de manœuvre est réduite, parce qu'on n'arrivera pas à faire pleuvoir, même si on peut compter sur Prédict pour nous annoncer peut-être des bonnes nouvelles. On n'arrivera pas forcément à faire pleuvoir, donc les meilleurs moyens, ça reste quand même d'agir prioritairement sur la demande, c'est-à-dire au travers des mesures qu'on peut opérer sur des campings, sur des hôtels, amener une prise de conscience, une réduction des prélèvements qui sont aujourd'hui essentiellement sur des eaux souterraines et sensibiliser à la fois les touristes et puis tous les usagers de l'eau au phénomène d'économie d'eau. Alors dans le même temps, comme c'est un peu trop vite, il y a un intérêt à mobiliser effectivement des ressources conventionnelles. Dans ressources non conventionnelles, on peut effectivement, on pense à la récupération d'eau de pluie, mais compte tenu de la pluviométrie méditerranéenne, ce n'est pas forcément le plus facile, mais c'est surtout la partie recyclage, réutilisation d'eau usée urbaine traitée ou d'eau issue d'autres activités touristiques, qui viendront en substitution, en fait, si on le voit bien, c'est trop tôt encore, qui viendront en substitution
des prélèvements sur les ressources océaniennes. Alors, c'est bien l'objectif de votre Save Reuse, c'est bien contribuer à résorber ces déséquilibres avec une prise en compte du contexte méditerranéen et de ses évolutions. Et l'objectif, c'est bien d'atténuer à la fois les problèmes de sécheresse et économie d'eau. On a un lien avec la législation nationale et européenne qui est importante, puisqu'on a un texte qui est paru en 2020, qui est un règlement européen sur la notion de réutilisation de l'eau. Et on a aussi la notion d'économie circulaire promue au plan européen. Dans le secteur du tourisme, le projet va s'appuyer essentiellement sur des campagnes de communication et aussi des ateliers d'information. Alors les objectifs spécifiques sont assez ambitieux. Il y a une partie réduction de consommation d'eau des touristes pendant leur séjour dans les établissements touristiques, de l'ordre de 10%. Alors, c'est un challenge parce qu'il faut qu'effectivement les gens comprennent que les ressources qu'ils utilisent sont des ressources patrimoniales qui ne sont pas infinies. Là-dessus, il y a effectivement promouvoir la notion de réutilisation, puisqu'il y a une notion d'acceptabilité sociale qui n'est pas forcément quelque chose d'acquis aujourd'hui. Il y a encouragé l'ensemble du secteur du tourisme à mettre des solutions concrètes en place, que ce soit des économies d'eau ou de la réutilisation de l'eau. Alors la réutilisation de l'eau, ça peut être reprendre des eaux de douche pour les recycler dans des eaux de WC, ça peut être de reprendre des eaux de contre-lavage de filtres piscine pour les réutiliser en arrosage ou reprendre ces eaux de contre-lavage de filtres piscine pour resservir à du lavage de filtres de piscine. Il y a plusieurs solutions envisageables. On peut aussi modifier des équipements de filtration pour les rendre plus performants. On a aussi une meilleure gouvernance de l'eau qui est à renforcer. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait bien vu hier après-midi, les services de l'État interviennent également pour tout ce qui est des procédures de réutilisation de l'eau qui sont soumises aujourd'hui à une autorisation préfectorale. Et donc cette meilleure, on va dire, cette plus grande fluidité entre administration publique et opérateur de la chaîne de valeur est nécessaire. L'objectif, c'est d'aboutir effectivement au travers des différentes mesures à une économie d'eau d'environ 30%. Qui n'est pas négligeable. Et donc, en complément de ces objectifs, on a toujours un certain nombre de résultats attendus, tant soit sur la mise en place d'une nouvelle politique de communication, de communication large à l'endroit des différents acteurs, dans l'objectif de sensibiliser sur les réductions de consommation d'eau, sur les bénéfices que peuvent apporter la réutilisation de l'eau dans l'ensemble du secteur. On souhaite également pouvoir atteindre une augmentation de 9%, ce qui n'est pas négligeable, de la restitution de l'eau, de la réutilisation de l'eau dans le secteur, sachant qu'aujourd'hui la réutilisation reste réglementairement très contrainte. Ce sont des sujets que nous travaillons effectivement au niveau du pôle Aquavalais et de l'ensemble de l'écosystème depuis plus de 10 ans. Nous travaillons également sur les sujets de normalisation pour que l'ensemble des solutions qui sont développées avec l'appui des scientifiques et des entreprises de notre écosystème puissent ne pas être écartées au niveau des processus européens et internationaux de normalisation. Objectif également à l'endroit direct des acteurs économiques de pouvoir réduire 20% la consommation en eau dans les hôtels. Alors j'ai fait le commentaire ce matin à l'hôtel où je résidais. C'est une des premières fois où je vois un hôtel qui met en application le fait que quand vous utilisez vos serviettes de bain et que vous les laissez pendues à la patère, eh ben, ils ne les ramassent pas du jour au lendemain et ils ne vous les remettent pas avec des nouvelles serviettes de toilette. Et je trouve que cette démarche, il est méritoire de pouvoir la rencontrer de plus en plus. Souvent, on a les jolies petites étiquettes, mais on n'a pas les gestes qui vont avec. Et c'est aussi toute l'importance de nos dimensions d'action. La réutilisation de l'eau, on utilise également dans tous les espaces d'activités récréatives, notamment les golfs. Alors on a des exemples qui ont déjà été présentés, qui vont probablement être présentés sur l'arrosage de golf avec des eaux traitées réutilisées, qui non seulement économisent de l'eau, mais apportent également des nutriments aux pelouses. De réduire de 12% les économies d'eau dans les administrations publiques. Et là, il y a des efforts à la fois sur la structure des bâtiments et l'ensemble des dispositifs d'économie d'eau qui viennent en complément
des actions de sensibilisation hein, des acteurs hein, et des objectifs d'amélioration de coopération entre les administrations publiques, à la fois au niveau territorial, mais également dans l'interterritorialité, parce qu'on a aussi des touristes qui vont d'un endroit à l'autre et qui souhaitent rencontrer des mêmes pratiques à tous les niveaux. Et de façon globale, hein, par-delà nos dimensions d'action sur les 3 régions, c'est de pouvoir réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de la côte méditerranéenne. On parle de l'arc méditerranéen. C'est un arc qui est sensible et sur lequel donc, il y aura également des actions par-delà la territorialité même de ce projet. Alors, si on regarde bien, hein, l'objectif, c'est bien de capitaliser l'expérience et tout l'acquis et le savoir-faire que l'on a en Occitanie. Et d'ailleurs, dans le cas des golfs, le golfe de la Grande Motte va bientôt passer à cette notion de réutilisation d'eau, donc on atteindra bien l'objectif. Et l'objectif, c'est bien de le transférer. Alors, la notion de transfert, elle est prévue dans d'autres régions de l'Union européenne qui sont dans cette même problématique, en fait, de ressources en eau qui sont contraintes. C'est à la fois les îles Canaries, la Corse et la Sardaigne. Alors, dans les actions qui sont prévues, c'est la promotion, la diffusion des actions régionales qui seront faites en région et notamment sur le littoral d'Occitanie, mais aussi en montagne, hein, puisqu'on va s'attaquer au sujet en fait, des canons à neige en prenant la station de Font-Romeu à titre d'exemple. Et il est prévu donc des actions transnationales pour cette notion de réduction de consommation d'eau et une mise en réseau des acteurs, parce que là-dessus, pour avoir des résultats, il faut que tous les acteurs se connaissent, se rassemblent autour d'une table et échangent. Tout à fait. Donc il est vrai qu'on ne va pas pouvoir vous présenter la totalité hein, du contenu de nos opérations. Vous pouvez le retrouver notamment sur les sites internet du projet Life What Save Reuse, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur les sites internet à la fois d'ADOC et d'Aqua-Valley. On sera également, et on est à votre disposition par-delà cette conférence sur nos pavillons. On a assez parlé avec Jean-Michel. Je crois qu'il est important également, et je pense que c'est des plus intéressants et des plus édifiants pour vous, que de pouvoir avoir quelques exemples de solutions qui viennent contribuer. Parce que dans les actions du projet, on va également verser à l'ensemble du projet et donc des autres régions les savoir-faire de spécialité qui ont déjà été développés en région pour qu'elles puissent être à la fois benchmarkées, mais surtout utilisées dans les autres régions et par-delà. Et donc je vais laisser la parole à Marie Poinceau de Polymem pour nous présenter leur savoir-faire. Je vais continuer à la bipette, si tu veux. Voilà. Bonjour. Donc Marie Poinceau, donc je travaille au sein de la société Polymem en tant qu'ingénieure commerciale. Je vais commencer ma présentation aujourd'hui donc rapide par une présentation de la société Polymem. Et ensuite, je vais vous montrer 2 exemples de références que l'on a déjà faites sur le thème du recyclage des eaux en activité touristique ou recyclage pour d'autres usages. Donc Polymem, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans. On est situé à Castanet-Tolosan au sud de Toulouse et on est spécialisé dans la fabrication de membranes de micro et d'ultrafiltration pour le traitement de l'eau. Donc nous fabriquons donc, ces membranes de micro et d'ultrafiltration et ensuite nous pouvons les assembler dans des skids, donc c'est-à-dire des systèmes complets de traitement d'eau, incluant donc, ces technologies membranaires, mais également, si besoin, des technologies de nanofiltration ou d'osmose inverse. Alors, qu'est-ce que c'est l'ultrafiltration ? L'ultrafiltration, c'est un procédé qui va désinfecter et clarifier l'eau en une seule étape. Donc la clarification, c'est-à-dire l'élimination de toutes les matières en suspension, et la désinfection, c'est l'élimination de toutes les bactéries, les virus, les pathogènes qui peuvent être présents dans l'eau. Donc grâce à ces technologies d'ultrafiltration, on peut traiter à peu près tout type d'eau, donc de l'eau douce, de l'eau de forage, de l'eau de mer, mais également de l'eau usée traitée. Donc c'est-à-dire de l'eau usée en traitement tertiaire. Donc, par exemple, si on a une station d'épuration classique avec un traitement biologique, on va placer nos systèmes d'ultrafiltration après le clarificateur pour pouvoir recycler cette eau ou alors la rejeter
en zone sensible. Si ça passe. Alors pour illustrer mes propos, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 2 références que nous avons en traitement tertiaire. Donc la première, elle est située à Ginestous, donc c'est la station d'épuration communale de la ville de Toulouse. Donc c'est une station avec un traitement biologique et nous avons un système en traitement tertiaire, donc de membrane d'ultrafiltration, qui va permettre la réutilisation des eaux. Donc pour plusieurs usages. Donc initialement, c'était pour aller irriguer le golfe de Toulouse, qui est vraiment limitrophe à la station d'épuration, donc afin de préserver la ressource en eau et de faire justement des économies sur cette ressource en eau. Mais l'eau recyclée est pour le moment principalement utilisée pour l'irrigation des espaces verts de la station d'épuration, qui est assez grande et donc pour éviter de prendre de l'eau du réseau pour arroser, ils réutilisent cette eau usée traitée. Et comme deuxième référence, donc nous avons également un traitement tertiaire sur le site touristique de Parrot World. Donc en fait, c'est un nouveau parc animalier où il y a des hôtels également à l'intérieur, où en fait on peut passer tout un week-end un peu en nature avec des animaux à côté. Et donc sur Parrot World, donc ils ont une station d'épuration qui est équipée de filtres plantés de roseaux. Et donc nous avons installé un traitement tertiaire, donc à la sortie de ces filtres plantés de roseaux, pour pouvoir l'irrigation du golfe qui est voisin l'été. Et l'hiver, donc en fait cette eau est stockée et ensuite elle est rejetée au milieu naturel, mais il fallait absolument une eau de classe A parce que le milieu était en zone sensible, donc il y avait besoin d'un traitement supplémentaire pour traiter cette eau avant le rejet. Et donc c'est pour ça que l'hiver, à la sortie des membranes d'ultrafiltration, l'eau est infiltrée, donc en zone sensible. Donc pour conclure, les membranes, donc que ce soit d'ultrafiltration et aussi parfois d'osmose inverse, sont vraiment une solution pour le traitement des eaux usées traitées, pour pouvoir après avoir des applications, donc soit de rejet en milieu sensible, comme il y en a beaucoup d'ailleurs sur les zones littorales, mais également pour pouvoir les recycler ou les réutiliser. Donc, c'est-à-dire une station d'épuration communale peut aller réutiliser les eaux usées traitées, donc pour l'irrigation d'un golfe par exemple, et après à l'échelle d'une industrie, ça peut être de la réutilisation directement dans l'usine afin qu'ils fassent des économies d'eau et qui réduisent la pression sur la ressource en eau. Voilà. Merci beaucoup Marie. Alors, je me permets juste de rajouter également en phase de transition que vous avez fait des développements de recherche appliquée pour aller limiter les quantités d'eau qu'on utilise dans le lavage de vos membranes, et donc ça rajoute une étape dans l'économie d'eau, puisque vous êtes allé même travailler au sein de vos process pour pouvoir les rendre les plus économes en eau possible. Voilà, c'est ça, augmenter les rendements. Tout à fait. Et donc on est, avec ces technologies, en passe d'aller rejoindre les objectifs annoncés dans l'intitulé de cette année du salon, c'est vers le zéro rejet. Et pour pouvoir aller vers du zéro rejet, il faut pouvoir mesurer. Il faut pouvoir aller mesurer dans le milieu quelles sont effectivement les substances qu'on va retrouver ou qu'on ne va pas retrouver. Ça peut passer par des technologies, on va dire, de robots, de drones aquatiques. Et si Julien Doutre de Water Robotics peut venir nous édifier sur les solutions qu'ils ont mis en œuvre, ce sera voilà, grand plaisir. Donc Julien. Donc non, ça c'est le micro, donc il suffit juste. Et moi je fais la bipette. Voilà, donc c'est moi qui fais avancer. La parole est à toi et le micro il passe en automatique, hein, je pense au niveau de la régie. Allez-y. Ok, super. Donc du coup, Julien Doutre, Water Robotics, je suis président et cofondateur. On est une entreprise innovante basée à Montpellier, à Cap Omega. On est voisin d'Aqua Valley, on est le bâtiment d'à côté. Voilà, et donc je vais vous présenter notre approche WaterScan. Alors WaterScan, c'est vraiment l'idée qu'on va scanner les plans d'eau aussi facilement qu'on scannerait une photo. Voilà.
Et donc, je crois qu'il manque peut-être un truc. Je sais pas. Donc tout ce que nous faisons s'organise autour d'un schéma. Alors je précise que ce schéma, c'est Jean-Michel qui m'a aidé à le mettre en place il y a déjà quelques années. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, on a appliqué ça à l'époque dans le domaine du traitement des eaux, justement. Là, on est plutôt sur le grand cycle. On n'est jamais très loin. Du coup, tout ce que nous faisons donc s'articule autour d'un schéma avec 3 étapes. Acquisition de données, traitement de la donnée, ce qui revient à transformer la donnée brute en information exploitable pour, par exemple, de l'aide à la décision. On est vraiment dans une logique de raffinage, comme dans le pétrole. Hein. Et donc cette information, il s'agit aussi d'avoir un contenu qui soit lisible et par exemple, dans notre cas, être capable de mettre, d'illustrer sous forme d'indicateurs sur des systèmes d'information géographique ou des données brutes pour un autre intermédiaire, un autre acteur, par exemple un géomètre, qui va être amené à post-traiter, mais il lui faut une entrée. Voilà, donc en termes d'acquisition de données, on utilise bien entendu les fameux drones bateaux que vous pouvez voir sur l'étang de la Val-Duc, par exemple ici, des Salins du Midi, que vous pouvez voir sur un petit fleuve côtier, je pense que c'est le Vidourle en bas à droite, donc équipé d'un GPS centimétrique pour faire de la bathymétrie et d'un sondeur, ce qui ne sera pas forcément le cas, hein, le GPS centimétrique pour de la mesure de qualité, hein, on n'a pas besoin d'être aussi précis. Voilà. On développe aussi des bouées connectées et autres stations fixes. Et puis depuis 1 an et demi, on travaille sur la donnée satellitaire. Voilà, je vais passer. Alors, je fais un exposé assez court. Donc, je vais passer directement sur les fonctions. Hein. J'ai parlé de bathymétrie. On fait également de l'inspection avec des caméras aériennes, des caméras sous-marines, des caméras acoustiques également. En fait, tout simplement, sur ces plateformes, on met un peu le type de capteur qu'on veut. Donc, la liste ne sera pas exhaustive. On fait également de la détection de mesures de pollution et notamment de la turbidité pour du suivi de travaux, suivi de panache de turbidité, ce qui est très intéressant en milieu portuaire, en travaux maritimes et fluviaux. On peut faire des prélèvements d'échantillons pour analyse et de la détection d'anomalies. Donc la logique, c'est je mesure, je détecte une anomalie avec des analyses multivariées de type IA. Et si c'est intéressant, s'il faut, on y retourne, on refait des mesures, on peut éventuellement faire un échantillon avec le même appareil et après le regarder, nous, avec un microscope, l'envoyer à un labo COFRAC et ainsi de suite. Ensuite, les domaines d'application, donc le portuaire sur le projet européen Coral qui bénéficie de l'appui de l'accélérateur Galatea, suivi du trait de côte. Hein, c'est pas besoin d'aller chercher loin. Vous avez notre client, l'Institut Gladys, qui est juste dans le hall C en sortant de la salle. Les étangs littoraux avec le projet TrackPol et l'appui du CNES et France Relance avec notre partenaire coordinateur Murmuration, spécialiste de la donnée satellitaire. En portuaire, donc le projet Coral, on a des sites pilotes en Pologne et en Espagne, mais on a le port de Carnon, hein, c'est plus près. Le TrackPol, son site principal, c'est l'étang de Vic, à mi-chemin de Sète et Montpellier. Donc j'ai parlé des travaux maritimes et fluviaux, mais également des géomètres. Notre premier client drone bateau, c'est un géomètre qui fait un travail d'hydrographe, en fait, de la topographie sous-marine, pour des cartes de bathymétrie. À titre illustratif, vous avez la carte de bathymétrie qui a été faite pour le groupe Colas à côté de Clermont-Ferrand, donc avec des isobates ou des courbes de niveau. Et évidemment, on peut utiliser toutes ces fonctions, hein, suivi de la géométrie, ou de l'érosion, ou de la qualité de l'eau dans des lacs, dans des rivières et dans des canaux et autres plans d'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Julien. Et puis je vais permettre juste de compléter en disant que le drone bateau, il est sur le pavillon d'Aquabalais. Et donc il est à toute l'entrée, et pour vous, quand vous allez partir, à la toute sortie du salon, et vous pourrez admirer. Donc solution effectivement pour aller mesurer un petit peu les potentiels de qualité, ou en tout cas d'effectivité de traitement, mais également dans notre écosystème
de spécialité. On a Imagéo, dont la raison d'être est d'aller vérifier un petit peu ce qui se passe dans le sous-sol. Et donc Marjorie ? Oui, alors merci Yvan. Alors Marjorie Clerc de la société Imagéo, donc moi je suis hydrogéologue, donc la société Imagéo, on est basé à Montpellier dans l'incubateur d'entreprise de Cap Alpha. Alors Imagéo fait partie du groupe SOR qui a une volonté en fait de suivre ce qui se passe au niveau des ressources en eau pour les préserver. Et ça, pour le suivre, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'instrumenter, ensuite d'apporter de l'expertise. Et nous, on va venir également apporter tout ce qui va être numérique et intelligence artificielle pour pouvoir justement prédire les phénomènes qui vont se passer sur l'arc méditerranéen. Donc Jean-Michel l'a dit, la consommation d'eau est la plus importante la première quinzaine du mois d'août. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'arc méditerranéen ? Donc il faut savoir que quand on prélève dans une nappe d'eau souterraine, donc en bordure côtière, donc ce que vous voyez en bleu, c'est la partie nappe d'eau douce. Et en fait, plus on va prélever, plus on va faire rentrer en fait l'eau de mer. Donc c'est ce qu'on appelle l'intrusion d'eau salée. On va faire rentrer cette eau de mer au niveau de la nappe d'eau douce. Et donc derrière, ça va poser des problèmes, notamment pour les ouvrages de production d'eau potable, mais également pour les ouvrages exploités pour les campings. Donc ce qu'on a développé chez Imagéo, c'est un outil qui est unique, qui dispose d'un brevet. C'est en fait une flûte qu'on va venir installer. Donc ce sont des capteurs qui mesurent à différentes profondeurs la conductivité de l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau de mer apporte beaucoup de conductivité, notamment des chlorures. Et il y a une limite de qualité qu'il ne faut pas dépasser, sinon l'eau est considérée comme impropre à la consommation. Donc on va installer ces capteurs en fait entre la mer et les ouvrages de production et on va regarder qu'est-ce qui se passe de façon continue. Cette acquisition de données à différentes profondeurs nous permet justement d'identifier à quel endroit pénètre l'eau salée, parce que ce n'est pas quelque chose de linéaire. Ça peut arriver soit par le fond, soit par le milieu, de façon assez aléatoire. Et donc ces systèmes-là ont été installés sur une partie de l'arc méditerranéen, donc principalement pour des ouvrages de production d'eau potable pour les préserver. C'est le cas sur le secteur de Perpignan, sur la nappe de l'Accro et également sur le secteur de Nice, sur la nappe alluviale du Var, parce que les collectivités qui utilisent ces ouvrages constatent dès aujourd'hui en fait une entrée d'intrusion d'eau salée et un risque derrière pour les populations en termes de production d'eau potable. Donc sur la partie de gauche, de droite, vous voyez l'installation de ce système-là. Donc ça, c'est pour la partie acquisition, instrumentation. À partir de ça, on va venir en fait rassembler l'ensemble de tout ce qui se passe sur la ressource en eau. Donc c'est ce que vous voyez ici. Alors je vais vous expliquer ce schéma qui est un petit peu barbare. En haut à gauche, en fait, on va venir récupérer le cercle que vous voyez en vert. Ce sont toutes les données publiques. Donc bien évidemment, suivre une nappe, ça veut dire également suivre les précipitations, suivre la température pour savoir comment la nappe se recharge ou comment le cours d'eau évolue. Donc on récupère l'ensemble des données publiques, donc des données mises à disposition notamment par les services de l'État français et également par les services européens de météorologie. Ensuite, on récupère l'ensemble des données des ouvrages de production d'eau, donc que ce soit des forages des puits, des sources, des prises d'eau en rivière. On centralise tout ça, donc bien sûr avec les données des capteurs dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est là en fait où on vient rajouter une couche supplémentaire qu'on a en interne chez Imagéo, qui est de l'intelligence artificielle. Donc on a en fait des data scientists qui développent des algorithmes pour justement, avec toutes ces variables-là que je vous ai parlé, les 3 premiers cercles, pour justement être en capacité en fait de prédire quel sera le niveau d'eau dans la nappe, le débit du cours d'eau, mais également de prédire quelle sera la conductivité de l'eau et donc potentiellement l'intrusion d'eau salée. Ça veut dire quoi en termes de restitution? Ça veut dire qu'on met à disposition des collectivités, des services de l'État, un outil d'aide à la décision qui leur permet en fait d'anticiper des problématiques et de mettre en place donc des solutions alternatives dont on a parlé, notamment la réutilisation des eaux. Si on constate qu'il y a un déficit pour la partie prélèvement d'eau, réutiliser les eaux, ça vient soulager le milieu. En termes d'exemples qu'on a du coup sur le secteur ici de l'arc méditerranéen, il y a des collectivités qui ont pu, grâce à ce système-là complet d'instrumentation, d'expertise et d'intelligence artificielle, qui ont pu maintenir leur captage d'eau potable. Les services de l'État avaient demandé que l'ouvrage soit fermé. En mettant en place en fait cette solution, l'ouvrage a été maintenu.
On peut imaginer dupliquer en fait ce système-là sur des campings qui prélèvent dans la ressource en eau pour qu'ils limitent leurs usages, mais aussi en fait qu'ils aient notion, ou en tout cas qu'ils aient conscience du problème qui se passe sur l'arc méditerranéen, parce que vous en avez parlé hier par rapport au changement climatique, les recharges des nappes vont diminuer, donc l'impact sur l'arc méditerranéen va être assez conséquent en termes de volume produit pour l'eau potable, d'où tout l'intérêt de ce projet de réutiliser les eaux usées traitées et faire des économies d'eau. Très bien, merci beaucoup Marjorie. Je reprendrai anticiper, décider et agir. Anticiper, décider et agir, effectivement, c'est applicable sur la partie des ressources en eau souterraine. Et si je peux me permettre de le citer, vous avez donc un site Info Sécheresse et une diffusion Info Sécheresse que vous pouvez suivre régulièrement, notamment sur certains réseaux sociaux, dont LinkedIn. Mais anticiper, gérer et agir, c'est également à l'endroit des eaux de surface, c'est à l'endroit du climat, c'est à l'endroit du trait de côte. Et je pense que Karine Moreau de la société Predict Service va pouvoir nous édifier sur des compléments de solutions qui viennent avantageusement donner le grand échiquier pour les collectivités et acteurs du territoire. Bonjour, donc Karine Moreau, effectivement, de Predict Service. On va toujours être dans l'aide à la décision, mais appliquée au risque climatique. Donc Predict est une filiale de Météo France, de BRL, aujourd'hui présent, et d'Airbus, dont nous utilisons les données donc du spatial, de l'hydrométéorologie, pour mieux aider nos usagers, qui sont collectivités, entreprises, y compris littorales, et particuliers à faire face aux risques climatiques auxquels ils peuvent être exposés. Donc une illustration, puisqu'on va essayer d'être synthétique. Donc c'est un service qui s'appuie sur les 3 grands axes de la gestion du risque. Avant, s'organiser, donc concevoir des organisations préventives, autant au niveau des collectivités, ce qui se traduit par la mise en place de plans communaux de sauvegarde, l'organisation que l'on doit mettre en place pour faire face aux risques. En entreprise, ce sont les plans de continuité d'activité. Pour le particulier, il s'agit de définir les comportements à adopter face aux risques auxquels on serait confronté. Pendant, depuis une salle de gestion de crise, des cellules que nous activons dès qu'un événement à risque est diagnostiqué par nos équipes, qui sont des ingénieurs en astreinte de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous informons tous ces usagers selon une graduation qui vous est représentée sur le bas de cette slide, puisque les phénomènes météo, vous le savez, la météo n'est pas encore une science exacte, on s'améliore, Météo France s'améliore, mais du modèle à l'observation, il y a un pas. Donc nous suivons les modèles en prévision, puis ensuite nous observons ce qui se passe, donc les précipitations en temps réel, les réactions de cours d'eau, ce qui peut se passer en termes de tempêtes ou qui vont affecter bien sûr les côtes, s'agissant du littoral, pour informer progressivement nos usagers en fonction de leur exposition et de ce à quoi ils vont avoir à faire face. Donc nos usagers, je le disais, sur les zones côtières, ce sont des collectivités, des entreprises de type hôtels, des paillotes, ou toute entreprise pouvant avoir des chantiers aussi susceptibles d'être affectés par les phénomènes qui vont les toucher. Et donc nous les informons par de multiples canaux. Ça va être de l'envoi de messages par SMS, par email, par notification depuis des applications smartphone et des contacts téléphoniques pour vraiment être dans cette aide à la décision, cet appui de maires qui sont gestionnaires des risques d'un jour, de chefs d'entreprise qui sont avant tout chefs d'entreprise mais pas forcément spécialisés en gestion des risques, ou de citoyens, simples citoyens qui, du fait de leur présence un jour donné sur une ville, sur une zone côtière, vont avoir à adopter de bons comportements. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de pousser une information intelligible qui va permettre à l'usager, quel qu'il soit, de savoir se comporter. Et pour illustrer un petit peu mieux ce qu'on fait sur les zones côtières, donc je vous le disais, Predict assiste aujourd'hui 30 000 collectivités en France. On travaille aussi à l'étranger. Depuis cette salle de crise ici, le 15 novembre, on voyait ce qu'on avait pu pousser comme information vers des territoires côtiers qui étaient plutôt ici bretons, mais on le connaît aussi beaucoup sur notre littoral. Nous appuyons les services de la Grande Motte, de Palavas, de Carnon, enfin tout le littoral méditerranéen qui lui aussi est affecté par des phénomènes d'érosion côtière liés à des phénomènes de submersion, de tempêtes. On suit aussi les phénomènes de tsunami qui sont rares sur notre zone, mais la Méditerranée n'est pas épargnée puisque on est susceptible peut-être, on ne l'espère pas, mais d'être affecté par des phénomènes de tsunami qui pourraient venir de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, pour appuyer tous ces usagers, nous poussons de l'information via des interfaces web dont on a ici un petit aperçu. Vous avez aussi un aperçu d'une carte d'action
que nous avons bâti pour le Grau du Roi pour les aider à faire face au risque de submersion. Et dernière innovation que nous avons mise au point suite à des demandes réitérées d'acteurs tels que des gestionnaires d'actifs, des territoires, des assureurs, eh bien, nous avons cherché à analyser quels seraient les risques en climat actuel pouvant affecter les territoires en termes de submersion, mais aussi en climat futur. Donc là, on a intégré les scénarios du GIEC, le groupement intergouvernemental travaillant sur l'évolution du climat, de manière à mieux appréhender ce que sera demain l'évolution du territoire, à quel point il sera submergé, et ce, pour exemple, pour mieux penser l'aménagement futur d'un territoire, essayer de mieux protéger, avec les limites que cela comporte, parce que malheureusement, la protection, effectivement, est nécessaire, mais il faut aussi vraiment prendre conscience de ce à quoi, de toute façon, nous allons être confrontés. Donc voilà, dans le cadre d'aménagement, l'intérêt est de bien penser cela en tenant compte de ces évolutions. Vous avez sur la slide en bas à droite, en climat actuel, le bleu foncé, les zones submergées, et en climat futur, l'un des scénarios qui n'est pas le plus pessimiste, ce que pourraient être nos territoires, donc ici, en termes de submersion. Voilà, en synthèse de ce que nous pouvons proposer. À nouveau, nous sommes aussi présents et à votre disposition pour étoffer nos échanges. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup Karine, très très édifiant. Et puis je me permets juste de rajouter que vous venez de copublier une superbe étude sur le lien entre le climat et la pandémie de Covid-19, puisque vous avez réussi également à corréler ça de façon scientifique. Voilà, oui, alors avec l'appui de nombreux acteurs de la communauté scientifique, aussi bien médicale que du milieu hospitalier. Nous avons échangé aussi avec Santé publique France, et ça a fait l'objet d'une publication dans Nature, donc une reconnaissance effectivement qui nous permet de conforter la véracité de ces analyses qui montrent effectivement les liens entre humidité, température et le caractère propice de ces critères pour la propagation du virus. Vous le voyez aujourd'hui, malheureusement, l'OMS annonce un potentiel de plus de 700 000 victimes à venir. Le Covid continue à se propager, un nouveau virus, et on rentre là, en Europe, dans ces conditions climatiques qui, malheureusement, sont aussi des facteurs aggravants. Les gestes barrières et autres étant bien sûr les meilleurs moyens de s'en protéger, mais malheureusement le climat induit aussi une élévation des risques, et voilà. Tout à fait. Donc, il faut rester très attentif. Merci beaucoup Karine. Et donc quand je suis une collectivité, que je suis un gestionnaire d'infrastructure et que je suis confronté à la fois à mes problématiques d'évolution, de disponibilité temporelle, spatiale de la ressource en eau, et puis que je suis tenu quand même de rendre un certain nombre de comptes et d'informations, notamment à mon public, à mon grand public et à mes usagers, j'essaye de développer aussi des solutions qui permettent d'intégrer différents niveaux de savoir-faire. Et je pense que Isabelle Hubisch, donc de BRL Ingénierie, va nous présenter de quelle façon BRL met effectivement ses principes en œuvre pour pouvoir dispenser de l'information. Tout à fait. Donc bonjour, je suis Isabelle Hubisch de BRL Ingénierie. Donc juste pour resituer un petit peu BRL, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc BRL, c'est un groupe BRL, c'est Baronne Languedoc en fait. Donc c'est une société qui est concessionnaire de la région Occitanie, qui est en charge de gérer le réseau hydraulique régional, donc qui approvisionne en eau une partie de la région, et bien sûr le littoral. D'ailleurs, la Grande Motte existe en partie grâce à la création du réseau hydraulique régional. Et actuellement, il y a une extension de ce réseau qui est en cours, qui s'appelle Aquadomicia, et qui est donc porté également par BRL et avec l'appui de BRL Ingénierie. Donc BRL Ingénierie et le bureau d'études du groupe BRL. Actuellement, BRL Ingénierie investit énormément en recherche et développement sur les projets de systèmes d'information sur l'eau et l'environnement. Et bien sûr, pour les besoins internes de la société BRL, nous avons mis à profit en fait notre expérience en hydrologie et en hydraulique, associée avec un fort investissement en fait en termes de développement informatique, pour mettre au point un système d'information qui permet en fait à BRL et à BRL Exploitation, qui est la branche exploitation du groupe, de prendre en fait les bonnes décisions,
les bonnes décisions pour gérer le réseau dont nous avons la concession. Aussi bien en termes d'économie d'eau, bien sûr, pour rejoindre en fait le thème d'aujourd'hui qui est capital, qu'en termes d'économie d'énergie, puisque la gestion en fait d'un réseau hydraulique et des pressions que l'on met dans le réseau ont un impact très important en fait sur la consommation d'énergie et de l'énergie qui est utilisée. Donc tous les choix qui sont faits en termes d'exploitation s'appuient sur des données qui sont issues en fait de sources très différentes. Bien sûr, nous avons notre réseau propre sur les aménagements de mesure des quantités d'eau et des hauteurs d'eau, mais il y a également toutes les données qui sont comme pour Imageo, en fait, qui sont des données publiques, qui sont issues mises à disposition par les services de l'État. Nous recherchons également tout type de données d'origine spatiale, par exemple, et nous agrégeons toutes ces données pour pouvoir les restituer en fait à l'exploitant, pour lui permettre de prendre les décisions en toute connaissance de cause et éventuellement même de faire des traitements supplémentaires en utilisant même des modèles qui ne sont pas forcément des modèles créés par BRL. Je prendrai l'exemple par exemple d'EPANET, qui est un modèle du commerce, qui permet d'avoir une vision du fonctionnement du réseau dans son ensemble. Et ce modèle est intégré en fait à notre système d'information. Il utilise toutes les données que nous avons agrégées et il permet à l'exploitant de prendre des décisions, aussi bien les décisions qui sont d'ordre tactique pour la gestion au jour le jour de ces ouvrages, mais également stratégique pour pouvoir anticiper en fonction, par exemple, de l'évolution du changement climatique, pour pouvoir anticiper et décider éventuellement des investissements supplémentaires et un agrandissement du réseau hydraulique régional. Voilà. Donc voilà, je parlais des PANET ici. Donc c'est une illustration en fait de la capacité qu'a développé BRL Ingénierie à développer des systèmes d'information qui sont des outils d'aide à la décision pour les exploitants de réseaux hydrauliques, c'est-à-dire faire les bons choix, à quel moment on va ouvrir tel barrage, fermer en fonction des crues, en fonction de la pluviométrie, en fonction des besoins d'alimentation en eau potable, en fonction des besoins en irrigation. Nous avons également développé des systèmes qui sont plus orientés sur les systèmes d'alerte précoce pour les crues et pour les sécheresses également. Et nous développons également ces systèmes d'information pour les besoins d'un monitoring environnemental un peu plus global, comme nous le faisons actuellement par exemple sur l'Amazone, avec un programme de développement qui est cofinancé par la région. Voilà. Très bien. Merci. Et nous avons beaucoup. également un stand BRL, donc groupe BRL, voilà. Et BRL Ingénierie est là pour répondre à vos questions également. Voilà, qui vous accueillera. Merci beaucoup Isabelle. Et effectivement, belle ouverture de perspective, parce que tous ces savoir-faire qui sont développés individuellement et puis dans un deuxième temps collectivement également en région, vont aider nos entreprises à aller exporter ces savoir-faire et aller rayonner et puis faire du développement d'affaires à l'international. Isabelle l'a évoqué avec l'Amazone. Vous l'avez évoqué également, Karine, avec le sémaphore, je donne le nom de la dimension internationale, le Prédict. Polymème également, qui vend un peu partout dans le monde, à la fois aux industriels, et Imageo, qui, de mémoire, également a installé ces dispositifs pour aller faire de la surveillance environnementale dans l'industrie minière au Chili, de mémoire. Voilà. Water Robotics, eux, ils sont beaucoup plus sur l'Europe aujourd'hui, en Tchécoslovaquie, de mémoire, en Pologne. Pour rester près du Chili, on a des stations en Bolivie. Et en Bolivie. Bon, voilà. C'est l'IRD, mais c'est des stations auto.
Très bien, oui, avec le micro, ça aurait été effectivement bien. Donc je vais répéter, donc Water Robotics qui va avoir des développements en Bolivie en lien avec l'IRD, donc en lien avec des scientifiques. Alors, nous avons beaucoup parlé, et je voudrais vraiment très sincèrement remercier nos intervenantes et intervenants. Nous leur avons donné une contrainte de 5 minutes, ils les ont tous respectés. Alors franchement, c'est super. Merci beaucoup, parce que il nous reste quelques instants pour également des échanges, des questions que vous devez avoir au niveau de la salle. Donc n'hésitez pas, levez la main. On va se donner quelques temps de minutes d'échange en questions-réponses avant de conclure. Je vois des questions. Monsieur en haut. N'hésitez pas à relever la main parce que du coup j'ai un petit peu d'éclairage. Je vais essayer de vous guider. Merci. Ma question s'adresse à Polymème. Je voulais savoir quelle était la puissance maximale que le procédé d'ultrafiltration pouvait développer par rapport aux grandes stations d'épuration. Et vous posez autrement, pour combien d'équivalents habitants le procédé peut marcher? En fait, on peut aller très très loin. Parce qu'en fait, on a un système de modules ensuite qu'on installe dans des racks. Et ensuite, on peut dupliquer les racks en fonction du débit, du nombre d'équivalents habitants. Donc, on a des installations qui sont à plus de 40 000 m3 jour, par exemple, où on déploie nos modules. Donc, il n'y a pas de limite, sachant que en général, quand même, en traitement tertiaire, c'est une partie du rejet qui est traitée, c'est pas la totalité. Mais ça va sûrement évoluer, on va traiter des volumes de plus en plus importants, donc on n'est pas limité. Merci beaucoup, Marie. D'autres questions, des mains qui se lèvent? Nous avons également monsieur de ce côté-là. Il est vrai qu'il est nécessaire de conserver des débits environnementaux pour le bien-être écologique des cours d'eau et des zones de rejet. Monsieur. Oui. Bonjour, Didier Ferlin, Impulse Pipe. Que sait-on aujourd'hui des pertes d'eau sur les réseaux de la région, en termes de volume, hein, proportionnellement au débit global? Alors, de façon générale, alors je ne sais pas si Jean-Michel aura des éléments de réponse. Alors déjà, c'est variable en fonction des collectivités. Il faut savoir également que sur la région en particulier et dans les départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales de façon spécifique, il y a des actions qui sont mises en œuvre sur des cofinancements entre l'agence de l'eau et les départements pour pouvoir améliorer la qualité de pose des réseaux. Il y a des chartes nationales, il y a des fascicules qui sont applicables lorsqu'on met en œuvre des travaux de réseaux, de canalisation, d'eau potable, d'assainissement. Il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Cette animation, qui est d'ailleurs portée par Aquavalais et cofinancée par les 5 cofinanceurs que je viens de mandater, a pour objet également à la fois de s'assurer que les collectivités et les entreprises qui interviennent sur ces opérations sont dans les bonnes dynamiques d'applicabilité de la perspective de durabilité. Après, on n'est jamais à l'écart de l'aléa climatique. On l'a bien vu et on a évoqué les cas et les problématiques qui sont liées également à la rétractation des sols et notamment des sols argileux lorsqu'on va avoir des épisodes de sécheresse intense. Quand le sol se rétracte autour d'une canalisation, parfois elle n'aime pas. Donc il y a nécessité d'avoir un suivi très très régulier. La contrainte au niveau des très grosses collectivités des métropoles, c'est d'aller jusqu'à 95% d'efficience sur leur réseau. Donc, voilà, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on n'arrive pas à avoir des réseaux 100% étanches. Mais de mémoire, on avait quelques collectivités de ce territoire que par déontologie, je ne nommerai pas aujourd'hui, avaient près de 50% sur certains tronçons de leur réseau de perte en eau. Mais c'est un mal qui est international. C'est un mal qui est international parce que les réseaux et les sols sont vivants et que les coûts de remise en état de ces réseaux
sont parfois pas supportables par les collectivités, dans la mesure où on a tendance à mettre en œuvre des tarifications de l'eau qui soient aussi des tarifications abordables à l'ensemble de la population, qu'il y a ces contraintes économiques, des contraintes de renouvellement, d'extension du réseau, et qu'au fur et à mesure, on essaye d'appliquer justement l'ensemble des dispositions que je viens de mentionner pour gagner chaque goutte d'eau. Je le répéterai, chaque goutte d'eau effectivement compte. Ça fait partie des efforts qui sont engagés par les collectivités actuellement à tous les niveaux, que ce soit de la plus petite à la plus grande, pour pouvoir également apporter leur contribution. Mais malheureusement, il y aura encore des fuites résiduaires et ça ne pourra pas être étanche à 100%. Voilà. Mais ce qu'on peut dire en tout cas en complément, c'est que sur la région, quand on regarde l'ensemble effectivement des métropoles ou je dirais un domaine un peu plus rural, il y a une progression, c'est-à-dire qu'il y a bien aujourd'hui une dynamique de résorption de ces fuites et on est bien dans une progression de rendement des réseaux de quelques pourcents, enfin à plusieurs pourcents par an. Et si on regarde par exemple dans le domaine du tourisme, des mesures qui ont été faites sur un camping peut perdre 30% en fait de l'eau qu'il pompe. Pourquoi ? Parce que historiquement, il a fait des raccordements et puis ces raccordements, ils souffrent en hiver parce que le camping est fermé. Mais on arrive en réduction de fuite sur camping parfois à économiser quasiment 10 000 mètres cubes d'eau, pour vous donner un exemple chiffré. Très bien, donc c'est également là, une pierre à l'édifice. Juste ce que je peux dire, la tendance actuelle, c'est la maintenance préventive en fait. Les collectivités investissent énormément dans la maintenance préventive des réseaux pour éviter les casses justement. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à BRL Ingénierie aussi. Tout à fait. Il y a un gros recours à l'intelligence artificielle justement avec Altéreo n'est pas présent aujourd'hui, mais on a des très bonnes entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Avec un micro, et ce sera peut-être le dernier complément. Mais cette fois-ci, c'était parce que j'en ai plus. Tout à l'heure, je l'avais, mais pardon. Du coup, tout à fait, pour compléter ce que dit Jean-Michel, moi, je m'étais intéressé à cette question avec une autre entreprise qui travaille sur ce sujet, comme Altéreo, plus sur des approches probabilistes que des approches réseau de neurones comme Altéreo, qui est plus près d'ici. Et aussi, avec le groupe Aegis, on s'était fait une réflexion à l'époque où nous, on travaillait sur une station qui est vraiment très locale, hein, c'est celle de la Grande Motte, sur les années 2013, 2014, 2015, avec l'appui du groupe SOR, de la collectivité et de l'université de Montpellier. On avait étudié la partie assainissement. Et il s'est trouvé que nos collègues d'Aegis travaillaient à l'époque sur l'eau potable. Et on s'était fait la réflexion, alors j'aurais pas d'éléments chiffrés, mais on s'était fait la réflexion qu'on avait quand même de chaque côté des données qui permettraient, en regardant la météo et d'autres paramètres externes, d'avoir des approches, de trouver des choses peut-être très intéressantes de ce côté-là, peut-être pour de la surveillance automatisée. Il y a peut-être des choses à faire là. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ces compléments. Je pense que je vais tous vous remercier pour vos attentions respectives, mais également nos intervenants donc pour la qualité, la précision des compléments qu'ils ont pu apporter et qui pourront encore vous apporter lorsque vous aurez l'opportunité d'aller visiter sur notre espace. Nous allons rendre l'antenne. On s'est permis de rendre les 5 minutes que nous avions au départ. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toutes et à tous. Et je voudrais le rappeler également, merci à nos financeurs régionaux qui nous accompagnent dans les dynamiques de développement de nos entreprises, parce que nous avons besoin également de l'ensemble des accompagnements pour que nos entreprises puissent co-développer et exporter leurs solutions. Merci à toutes et à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Un grand merci.